Bienvenue dans le podcast La Pause Café, le podcast pour les entrepreneuses qui veulent un business à leur service en mettant en place les bons outils, les bonnes techniques et les bonnes automatisations pour gagner du temps sans s'arracher les cheveux. Je suis Camille, copilote technique et mon job c'est de gérer et de mettre en place des automatisations, des outils marketing et même des sites sous Elementor. Chaque mois, je te partage en solo ou avec des invités des astuces tech pour perdre le moins de temps possible, mais pas que. Je te partage aussi des outils, des automatisations, des retours d'expérience et des astuces business pour t'aider à te simplifier la vie. Bref, en clair, tout ce qui peut t'aider à développer ton business sans passer 60 heures par semaine. J'espère que tu es bien installé parce qu'il est l'heure de lancer ta pause café. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de la pause café. Est-ce que parfois tu as l'impression de tourner en rond dans tes visuels, de passer 3 heures à créer tes carousels Instagram alors que finalement le fond devrait primer sur la forme? Aujourd'hui, on découvre comment gagner du temps et comment automatiser tes carousels Canva avec ChatGPT. Et pour cet épisode, j'ai invité Manon Verbeek, qui est designer indépendante et créatrice de contenu depuis 2013. Hello Manon. Hello, salut, comment ça va Camille? Ça va et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais plus exactement et à qui tu t'adresses? Bien sûr. Du coup, je suis designer, designer graphique et UX designer depuis 2013 effectivement. Je suis passée par pas mal de manières de pratiquer mon travail. Aujourd'hui, je suis designer graphique en ligne à destination des indépendants du web, donc des personnes qui travaillent sur le web tous les jours. Et notamment des solopreneurs, des gens qui sont dans des équipes qui sont seules ou dans des équipes de type je délègue. Ce que je fais pour eux, la plupart du temps, c'est les accompagner pour qu'ils aient une image de marque à la hauteur de leur expertise, donc quelque chose qui va dire visuellement leurs compétences et leur positionnement, et les outiller avec des templates, avec des outils Canva notamment, pour qu'ils puissent être autonomes, puisque c'est leur cheval de bataille, autonome ou déléguer facilement leur création de contenu. Ok, donc toi vraiment voilà tout ce qui est design, tout ce qui est graphisme, stratégie aussi, un petit peu quand même derrière. Je m'appuie sur... alors moi, je fais un peu de stratégie, mais globalement, dès lors qu'il va y avoir un gros travail de stratégie, je vais plutôt recommander d'aller chercher des prestataires partenaires, parce que chacun son travail. Si j'aime beaucoup faire de la stratégie, je préfère quand même qu'il y ait un énorme travail qui soit fait, qualitatif. Et donc, je peux recommander, en fonction des cas, d'aller chercher de la stratégie de communication ou de la stratégie de naming ou de positionnement, des fois quand c'est même nécessaire, avec certains clients. Ok. Tu peux, parce que en vrai quand j'ai fait un petit peu, tu sais, le titre de cet épisode, j'ai recherché un petit peu par rapport à ce que tu avais aussi également proposé, le pourquoi du comment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi l'importance d'automatiser la production de contenu graphique, en particulier du coup pour les carousels Instagram? Est-ce que ça marche aussi pour les posts lambda ou juste pour les carousels? Non, effectivement, ouais. Un des gros problèmes de la création de contenu, c'est que ça prend du temps. Un des gros avantages, c'est que ça nous permet d'être visible et crédible. Ajouter à ça avec une belle identité, ça nous permet d'être mémorable, mais ça prend énormément de temps. Pas mal de gens dans mes clients se plaignent de ce temps que ça vient pomper et du coup du temps qui est pris sur leur création pour les clients et sur la gestion aussi stratégique de leur entreprise. Quand quelqu'un me dit j'ai mis 4 heures à faire un carrousel pour Instagram ou pour LinkedIn, c'est la réalité. Donc je peux pas lui dire oh là là, t'as mis trop de temps, mais clairement oh là là, t'as mis trop de temps, parce que ce temps-là, tu devrais pouvoir le passer sur autre chose. Parce que le ratio de ce que ça va t'apporter un carrousel à un instant T n'est pas OK pour que tu passes 4 heures. C'est des effets cumulés. Chaque carrousel va venir t'apporter un peu plus de crédibilité, un peu plus d'expertise, mais ça peut pas être autant de temps. Du coup, à partir du moment où tu as commencé à créer ton contenu, tu vas commencer à répliquer régulièrement la même chose, les mêmes pages, les mêmes templates, les mêmes formats. Et mon cheval de bataille, c'est de réussir à accompagner les gens pour qu'ils templatisent au maximum, qu'ils ne recréent pas de nouvelles pages, qu'ils ne recréent pas de nouveaux designs. Et avec ChatGPT notamment, ou pas forcément ChatGPT, mais en tout cas qu'ils arrivent à rapidement structurer leurs pensées, rapidement écrire les pages pour pouvoir rentrer tout ça dans Canva le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Ok. Et pourquoi tu as choisi
Canva. Et bon, ChatGPT, je pense que j'ai la réponse pour ChatGPT et Canva, mais je pose quand même la question parce qu'il existe plein d'autres outils. Bon, il y a toute la suite Adobe, Affinity, il y a Figma du côté visuel, et au niveau intelligence artificielle, t'as Claude, tu as Mistral, etc., etc. Pourquoi ces deux-là en particulier? Alors, en termes de design, moi, quand j'ai commencé cette offre-là, mes outils à moi préférés, c'est Figma, numéro 1, toute la suite Adobe, numéro 2, j'ai appris sur la suite Adobe, et Canva, je n'avais jamais touché avant 2021. J'ai commencé mon offre avec les solopreneurs, je vendais des templates sur Figma, avec mise en page automatique. Je trouvais que c'était incroyable en utilisant les auto-frames, les auto-layouts. Et en fait, force est de constater que c'était pas l'outil dont rêvaient mes clients. Eux, ils étaient déjà dans Canva. Et ils avaient une facilité d'usage dans Canva. Ils avaient accès à des clip art, on va dire, tout un tas d'images de banque facilement dans Canva. Au-delà de mes réticences personnelles à me dire, oh là là, c'est un logiciel pour les amateurs, quand j'ai mis les deux mains dedans, je me suis rendu compte de c'est possible. Je me suis rendu compte qu'il faisait non seulement aussi bien que Figma en termes de mise en page automatique, si on savait comment s'en servir, mais qu'en plus, il était 1000 fois plus adapté à ma clientèle. Donc, mon travail à moi en tant que designer, ça a été d'apprendre Canva jusqu'au bout des doigts pour savoir comment faire de cet outil mon allié, pour ne pas perdre en créativité, ne pas perdre en process, en qualité de mon rendu design, de ce que je veux faire en tant que designer. C'est-à-dire que mes designs aujourd'hui sont Canva compatibles ou ne le sont pas. Si je me dis, ça pourrait être sympa pour tel client, mais que c'est impossible à reproduire dans Canva sans passer par Illustrator à chaque fois, je le fais pas. Parce que la solution va pas être pertinente pour mon client. Donc voilà, Canva, du coup, parce que c'est pertinent pour mes clients. Et ChatGPT, donc là, c'est dans la dernière formation que je propose. J'ai cherché des moyens d'accélérer les choses dans la création de contenu, et notamment de carousel. Moi, je connais ChatGPT, j'en ai vu d'autres. Et en fait, j'avais besoin très rapidement d'un outil d'IA qui puisse générer et sortir des tableaux. Et en fait, ce que je fais faire à ChatGPT, on peut le faire avec n'importe quel autre outil d'IA. Il y a là, pour le coup, il y a pas de spécialement de besoin que ce soit celle-ci. L'idée, c'est vraiment structurer la pensée, sortir des tableaux de données. Ok. Petite question du coup, combien de temps ça t'a pris pour prendre la main sur Canva? Si je regarde un peu mes contenus, mes projets clients en arrière, je dirais que ça m'a pris 3 mois en tant que pro de comprendre toutes les nuances et ce que je pouvais faire en profondeur dans Canva. Les 3 premiers mois, mes réponses, elles sont bonnes. Graphiquement, il n'y a pas de problème. Mais techniquement, j'avais pas encore compris comment je pouvais faire pour aider vraiment mes clients à fond grâce à Canva. J'avais pas encore capté toutes les petites nuances parce que c'est des choses que j'ai appris en faisant. En fait, j'ai pas trouvé de tuto sur ces points spécifiques de comment faire de la mise en page automatique. J'ai vu de tuto nulle part, en fait. Donc, c'est par essai-erreur que j'ai fini par apprendre. Mais Canva est très accessible. C'est-à-dire qu'au bout d'une journée, je savais designer dans Canva. L'interface, la manière de s'en servir est très, très intuitive et très bien faite. Donc, il n'y a pas de frein technologique à utiliser Canva. Et c'est quoi l'élément dans Canva où tu as eu le plus de mal ou qui t'a semblé le plus touchy? Moi, en tant que designer, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'outils de dessin du tout. Maintenant, ils ont rajouté des stylos dedans, un peu des feutres, mais que je puisse pas très rapidement tracer une forme, un bloc de forme, ça me frustre énormément. Ça veut dire que si j'ai besoin ça m'oblige à être créative. Si j'ai besoin d'une forme spécifique pour mon client, par exemple, une bordure vague, soit elle est déjà dans la bibliothèque Canva, soit j'ai vraiment besoin parce que c'est son logo, il y a un truc spécifique, j'en ai besoin. Du coup, et donc c'est là que la pertinence d'un designer arrive. Je vais dans Illustrator, je crée cette forme-là, je l'importe dans Canva de manière à ce qu'elle soit utilisable par mon client tout le temps, dans toutes les couleurs, facilement. Donc, je vais créer des nouveaux assets Canva. Et donc, franchement, je dirais c'était ça techniquement le plus compliqué, c'était de comprendre comment moi, je pouvais appliquer mon process et mes compétences dans Canva. Moi, il y a un truc dans Canva que j'aime pas et que je préfère Figma pour ça. Et du coup, quand je fais, on va dire, du batching, genre quand je fais plein de posts ou plein de visuels en même temps, je le fais souvent sur Figma. C'est le fait que quand tu exportes sur Canva, il te l'exporte en zip. Donc après, il faut que tu fasses clic droit, que tu le dézippes. Alors que sur Figma, je peux exporter les visuels un par un. Et j'ai pas de zip. J'ai un dossier, mais ils sont déjà dézippés, les images, tu vois.
Ouais, je vois. C'est ça ça me prend un temps fou. Parce que souvent sur Canva, pour le peu que j'ai mis un GIF parce que j'ai un visuel, j'ai 40 visuels dans ce truc-là, quoi, dans ce Canva-là. Peut-être que je suis à la slide, je sais pas, 30, et que à la slide 2, j'ai un GIF, et si je fais pas gaffe, je suis là en mode genre, mais il est super long à charger. Ah, mais il me le met en MP4, Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a des petites choses. Effectivement, l'export dans Canva, c'est un peu une plaie. Et je pense que ça, c'est parce qu'il y a là, toi, t'as un usage un peu avancé. Et l'export dans Canva, il est quand même hyper simplifié et un peu automatisé, tu vois. Il y a des choses comme ça, comme le fait qu'il va te faire un MP4 automatiquement si t'as un GIF. Le fait que tu puisses pas facilement exporter en plusieurs formats, en quelques clics. ou alors t'as oublié de cocher la case, tu sais, pour enregistrer ce design-là, Oui, et il va ou la transparence. Ouais, Enfin, oui. c'est vrai que dans Figma, tu as une capacité à mettre des paramètres sur chacun des fichiers, enfin, chacun des plans de travail pour lui dire comment tu vas vouloir les exporter. Tu cliques sur exporter et tout s'exporte comme tu veux. C'est incroyable. Et honnêtement, si on sait utiliser Figma, le seul point négatif par rapport à Canva, c'est qu'il n'y a pas les banques d'images, hein, concrètement. Donc, si tu as un design qui nécessite pas ça, franchement, reste dans Figma. Enfin, tu vois, Figma est très, très bien. Ah oui. Bah, du coup, Figma, j'utilise pour tout ce qui va être visuel de mes miniatures sur ma chaîne de jeu. Parce que c'est juste un fond, le titre, le numéro, le long de la chaîne. Donc, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et les épingles Pinterest. Parce que quand je fais un article de blog, un épisode de podcast, j'ai 4 épingles Pinterest. Et à exporter, c'est trop pénible. Donc, je fais, tu sais, je renomme l'épingle dans mon logiciel Figma. Et quand je l'exporte, j'ai déjà le nom de l'épingle. Alors ça, bonne astuce, tu vois. Le genre de petites astuces, tu peux le faire, ça. Donc, en Canva, tu peux renommer tes pages et à l'export dans ton fichier zip. Elles ont le bon nom. Ça marche. Mais oui, tu auras toujours un petit fichier zip avec Canva, sauf à faire fichier par fichier. Bon, après, tu peux te mettre un dézipper automatique, mais bon, je suis d'accord, ça n'est pas pratique. Dans le cas des carousels Instagram où tu dois avoir des fichiers séparés, je trouve que c'est effectivement un peu de travail de sortir tes fichiers Canva. Moi, je fais plus souvent des carousels LinkedIn et où tu sors un PDF. Donc, en fait, là, c'est transparent, c'est assez... Tu en sors un, ça te fait un fichier PDF. Et maintenant, je recycle beaucoup mon contenu d'une plateforme à l'autre. Donc, c'est-à-dire que je crée mon contenu pour LinkedIn parce que j'ai pas de frein de taille de page. Donc, c'est-à-dire que je peux mettre des pages d'intro, des pages de conclusion. Et ensuite, je downsize mon fichier, je retire les pages non nécessaires que je vais pouvoir mettre en description, donc du texte d'introduction et tout ça. Et si besoin, je cut mon carrousel en 2 pour faire 2 contenus. Et là, j'exporte pour Canva. Tu vois, donc j'ai ce petit process d'abord, je fais mon PDF LinkedIn. Et après, tu le recycles. Ouais, c'est ça. Et je le recycle directement. Mais je pense que ta pratique d'avoir Figma pour certains contenus et Canva pour d'autres, elle est carrément légitime parce que Canva est compliqué dans les exports. Et moi-même, et il est compliqué pour tout ce qui est batch parce qu'on n'a pas ce travail en plan de travail. Moi-même, j'ai mon Figma qui est toujours présent pour tout ce qui est batch. Donc, tu vois, par exemple, toutes mes covers de newsletter, toutes mes images de newsletter, parce qu'en fait, c'est toujours un format différent, les images de newsletter, mais je veux toujours avoir le même traitement dessus. Mais j'ai pas envie d'avoir un fichier Canva par format. Enfin, à chaque fois que je vais ajouter une image, ça, c'est hyper compliqué. Toutes mes covers de newsletter, j'ai une grosse mire. J'en ai genre 5 sur 5. Et donc, ça me permet de toutes les voir en un seul coup d'œil. C'était drôle, ça. Et de très rapidement pouvoir me dire, bon, effectivement, ce que je suis en train de faire comme cover pour cette dernière newsletter est pertinente par rapport au reste de la série. Oui, t'as une vue d'ensemble. Mm-hmm. Il y a des petites fonctionnalités comme ça qui peuvent manquer dans Canva. Je pense que ça manque quand on a un usage un peu avancé, mais que c'est rattrapé par la facilité d'usage, en fait. Surtout par la banque, déjà de templates mis à disposition. Ouais. Alors, il n'y a pas encore de template de site. Je les avais contactés pour proposer des modèles de sites en Canva Creator. Pour le moment, c'est que des templates de chez Canva. Donc, j'espère bientôt qu'ils vont le mettre. Mais pour la banque de templates et pour toutes les petites images, les petites gifs, tu sais, les petites flèches et machin, ça, c'est vraiment le must. C'est ce qui me manque en fait sur Figma. C'est pour ça que à la base, je voulais tout passer sur Figma. Et quand j'ai commencé à rester en fait sur Figma, parce que Figma j'utilise depuis un moment, mais je m'étais dit ça me saoule l'export, je m'en vais. Et c'est ça. Et après j'ai fait mince,
il me faut cette flèche-là. Donc, du coup, je suis allée chercher sur Canva, je l'ai exporté, ensuite je l'ai mis dans Figma. Ah, tiens, il me faut ouais, non, c'est bon, ça. Ok, c'est bon. Ouais, non, mais c'est oui, On rétropédale. c'est ça. Et c'est pas parce que toi, en plus, t'as la capacité de la faire, cette flèche, mais ça prend du temps, en vrai. Oui, j'ai la flemme. Voilà. Ah, ça serait pour quelqu'un d'autre? Non. Mais pour moi, tu vois, j'ai la flemme. Il y a la flemme et il y a le temps valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu sais que pour ta création de contenu, t'as pas d'intérêt à créer une flèche sur mesure toi-même. C'est pas du temps bien dépensé. Tu sais que t'as pas le droit, j'imagine, hein, je te dis comme ça, mais je pense que tu sais que t'as pas le droit de passer 6 heures sur un carrousel. Tu t'auto-restreins, tu batches, et tu sais que cette flèche-là, ce serait peut-être mieux que ce soit la tienne, avec ton design, mais concrètement, une flèche Canva, c'est suffisant. C'est ça. En fait, c'est pourquoi réinventer la roue. C'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai commencé à créer des bots Discord. Quand j'ai découvert qu'on pouvait créer des bots Discord, donc à la mano, j'ai commencé à créer plein de bots Discord. Mais du coup, en fait, j'ai créé des bots Discord que je n'utilisais pas parce que il y avait déjà des bots qui étaient déjà gratuits, faits par des communautés déjà depuis plus longtemps que moi et qui avaient déjà toutes les fonctionnalités. Et donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je perds 3 mois de ma vie à créer un bot Ah ouais, pour quand même. juste qu'il soit à moi, avec les fonctionnalités de message de bienvenue, d'attribution de rôle automatique. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on peut déjà avoir sur d'autres trucs. Pourquoi réinventer la roue pour juste le fait de se dire, c'est moi qui l'ai fait? Tu vois? Alors, il y a des fois, c'est intéressant de faire des choses par satisfaction intellectuelle aussi. C'est pour se dire, j'ai compris, en le faisant, j'ai compris comment ça fonctionnait, quoi. Ça, complètement. Mais, voilà, quoi. Enfin, pour l'histoire de la flèche, Oui. bon. Non, mais ouais, c'est ça. Après, pour revenir un peu au carrousel, par exemple, j'ai des clients qui ont fait leur template eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont eu à un moment donné, peut-être ils ont fait leur identité tout seuls, peut-être ils ont eu une designer qui leur a fait une brand page avec 3 couleurs et un micro-logo. Et aujourd'hui, ils ont fait leur template tout seuls. Et ce template, il est pas parfait, il est un peu instable, mais c'est le leur, ils le connaissent, ils savent comment l'utiliser. Moi, je peux les accompagner pour, tu vois, faire en sorte qu'il soit plus stable, avec des pages automatisées, avec des pages un peu gabarisées. Ça, je sais pas si ça se dit tout ça. Et leur montrer, du coup, avec cette petite formation-là, comment utiliser Canva dans les petits détails, tu vois, comme le truc des pages, là, dont on parlait, les petits détails de Canva qui font que ça va vraiment faciliter ta création de contenu. Et après, l'étape du dessus, c'est que je fasse le template pour toi de A à Z. Et là, du coup, tu arrives avec un outil qui est propre. T'as pas besoin de te casser la tête. Chaque page, elle fonctionne. Et donc là, t'es vraiment soulagé. Mais sinon, l'étape d'avant, comme on aime beaucoup faire soi-même quand on est solo, c'est de passer d'un template, j'ai un petit paquet de pages qui sont un peu flottantes et je reprends dans mes anciens designs, à j'ai mes pages, elles sont structurées et elles sont bloquées en gabarit pour que tout soit simple. Ça, c'est carré, c'est fait, quoi. Ok. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer rapidement, sans forcément tout nous dire par rapport à ta petite formation, etc., comment est-ce que, le processus, en fait, où ChatGPT intervient, etc., les grandes étapes? Alors, la première étape, c'est d'avoir un template qui utilise la fonctionnalité de mise en page automatique. Donc, pour faire ça, en fait, il faut grouper les éléments d'une certaine manière pour envoyer à Canva le message que cet élément doit s'ajuster par rapport à cet autre élément. De manière à ce que si tu entres du texte dans ton bloc de texte et qu'il y a une photo en dessous, en bas du texte, la photo se décale au fur et à mesure que tu ajoutes du texte, par exemple. Ou la flèche. Si tu as mis une flèche, cette flèche, elle se décale, mais elle restera toujours du coup au bon endroit en fonction de la quantité de texte. Donc ça, c'est la première chose. Automatiser la mise en page de tes pages. La deuxième chose, du coup, quant à ça, tu peux te permettre d'aller chercher à remplir ton contenu intérieur plus rapidement. À ce moment-là, du coup, par exemple, moi, ce que je propose dans ma formation, c'est de te montrer comment tu peux demander à ChatGPT de résumer un article de blog que tu viens d'écrire ou une newsletter tu lui demandes X pages et tu lui donnes la structure, combien de caractères fait chaque page par rapport à ton carrousel. Et lui, derrière, tu lui demandes un tableau avec titre, texte courant et il te sort un tableau titre, texte courant, éventuellement sous-titre en fonction de ton besoin. Et c'est ce tableau que tu vas venir réimporter dans Canva grâce à l'outil Créer en masse. Donc, tu pars d'un contenu long que tu as créé, un podcast, une news, un article de blog, et tu vas, avec l'aide de Canva,
venir structurer un contenu court. Alors évidemment, idéalement, il faut repasser derrière l'écriture parce que parfois ça manque de finesse. Et tu peux aussi aller prompter des éléments de ton de voix, comme nous l'a appris à faire par exemple Alex Martel, pour pouvoir affiner la génération. Moi aujourd'hui, quand j'écris une newsletter directement, je vais la donner à ChatGPT avec mon ton de voix. Il me sort un tableau et je suis capable de faire du coup un carrousel qui va pouvoir venir plus tard être un contenu recyclé par rapport à cette newsletter que j'ai écrite. Ok. Je t'avoue que pour la partie remplissage automatique, j'y avais pas pensé. Moi, j'étais partie en mode genre copier-coller, quoi. Mais c'est long. Enfin, c'est long. En fait, ça dépend de ton contenu, tu vois. Sur Instagram, comme t'es limité à 10 pages, tu sais qu'au max, t'as 10 pages, tu vois. Donc, à la rigueur, tu peux copier-coller tes 10 pages de tableau Canva. Sur LinkedIn, tu peux très rapidement avoir des carousels de 50, 100 pages, tu vois. T'as le droit, en fait. Et il y a des gens qui le font. Et ça devient plus des sortes de e-books, tu sais, des outils, des contenus denses que les gens téléchargent, enregistrent, mettent de côté. Donc, pour faire ça, clairement, être aidé de ChatGPT, c'est pas mal. La seule chose qu'il ne sait pas faire, le créer en masse, c'est l'ajout d'images, pour le moment. En fait, il faut les lier toi-même. Il faut les mettre dans ton Canva. Il faut lui dire, cette image va dans telle ligne de tableau, cette image va là, celle-là va là. Et après, il te les met dedans. Après, j'ai vu, alors c'est sorti cette semaine, donc peut-être, je sais pas si tu utilises l'outil Make. Non, un petit peu, mais pas beaucoup. Make, ils ont ajouté Canva, et donc je suis allée voir les modules, et j'ai vu Create a Visual. Ça doit certainement être ça, puisque t'as l'option créer en masse dans Canva, il n'y a pas de raison que tu puisses pas lier les deux. C'est ça. S'ils ont mis un point d'API. C'est cool. Donc effectivement, ça te permettrait d'automatiser avec Make ta génération en mettant en milieu ChatGPT. Ça te permettrait, genre, par exemple, tu écris ta newsletter dans Notion, imaginons, tu demandes à Make de récupérer le contenu de ta newsletter, tu fais un module ChatGPT dans Make, ChatGPT te ressort quelque chose, tu utilises le truc Canva, et depuis Notion où tu as rédigé ta newsletter, il te sort un... J'ai pas testé, c'est sorti vraiment... J'ai vu là en début de semaine, et je suis en vacances en vrai, donc... J'étais en mode genre... Je vais aller je vais tester. Je vais aller ajouter un petit module dans ma formation. Mais du coup, ouais, j'ai vu comme ça, j'ai fait, incroyable. Non, mais c'est hyper malin. Alors, tu vois, bon, on est parti un peu de tech, hein, je sais pas si c'est adapté au ton de ton podcast, mais moi, j'utilise en plus, j'écris tout dans Notion parce que j'utilise l'application, le SaaS qui s'appelle scheduled.io. Ce SaaS te permet de programmer tes posts LinkedIn et Instagram depuis Notion. Tu ne sors pas de Notion. Et moi, j'adore. C'est génial. Et j'ai parlé avec le fondateur. Du coup, c'est un collègue de promo. Et du coup, là, il me disait, je lui disais, est-ce que je peux faire la même chose avec mes newsletters, s'il te plaît? J'utilise ConvertKit. Et il m'a dit, écoute, ils ont une API. Donc, je le mets sur ma roadmap. Donc, c'est-à-dire que demain, d'ailleurs, il y aura Substack aussi bientôt. Demain, tu t'écris tout dans Notion, Substack, LinkedIn, Insta, et tu branches tout. Et tout se goupille correctement, tout se goupille bien. Donc voilà, ceux qui n'utilisent pas, ceux qui sont fans de Notion, qui publient régulièrement du contenu, j'estime que le SaaS, il est utile à partir de genre 2 contenus par semaine. Au-delà de ça, tu peux aller programmer ou écrire ton post directement dans l'outil. Je vous recommande vraiment cet outil-là. C'est un gain de temps et d'éparpillement. Puisque tu écris ton post dans Notion, t'as pas besoin d'aller voir sur LinkedIn, en fait. Donc, du coup, tu t'éparpilles pas à aller voir les posts des autres et gna gna gna. Enfin, t'y vas au moment où tu veux faire ça, quoi. Alors, pour le coup, je sais, j'ai vu ce SaaS-là, mais j'ai pas testé. Et je pense que j'étais là en mode genre, j'ai peur de tout casser. Voilà, c'est quand même drôle pour quelqu'un qui fait de la tech, tu vois. Et du coup, sauf pour LinkedIn, parce que LinkedIn, je ne publie plus dessus. Enfin, j'ai du mal à me mettre sur LinkedIn. Ça, c'est autre chose. Mais du coup, j'utilise Metricool. C'est vrai que même sur Instagram, je vais pas forcément voir, hormis les Reels, des fois, je vais voir si ça a pas capoté quelque part. Mais sinon, voilà. Et les newsletters, je fais dans MailerLite, parce qu'en fait, je les écris directement dans MailerLite. Parce que le fait d'avoir, toute la structure, enfin tout le blog de MailerLite, ça me donne de l'inspi. Ouais, mais je comprends. Donc voilà. Mais du coup, ouais, je le mettrai aussi dans ma liste à tester parce que ça peut être plutôt sympa. Honnêtement, c'est un game changer, surtout si t'es déjà Notion fan, en fait. Parce que t'as certainement déjà une base de données, d'idées, ou t'as certainement déjà un calendrier édito, ou des trucs comme ça, tu vois.
Et du coup, en fait, ton calendrier édito devient aussi ton calendrier de rapport de statistiques, devient aussi ton calendrier de programmation. Enfin, c'est... Ok, et ils font de la statistique du coup aussi? Ouais. Alors, en fait, du coup, il y a 2 parties dans l'app. Tu as une partie qui va venir se connecter à ton Notion, qui fait toute la partie programmation, donc avec une API. Et tu as une extension Chrome, mais uniquement Chrome, je pense, qui va venir faire la récupération de statistiques et la renvoyer dans ton Notion. Ça, pour les stats, c'est cool. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'après, tu peux afficher avec les charts Notion. Oui, maintenant, oui. Ah, j'en ai mis partout. Oh là là. J'ai vu que c'était dispo, j'en ai mis partout, partout. Toutes mes bases, elles ont des graphiques. Je suis rentrée de congé hier j'ai écrit dans un coin de ma to-do à refaire mes bases de données, mes affichages avec des charts, mais j'ai pas encore eu le temps. Mais clairement, j'ai envie de jouer avec. Je comprends. J'ai trop envie de jouer avec. Au début de l'épisode, tu disais oui, voilà, ça prenait 4 heures pour faire un post, un carrousel. Et du coup, avec ce process-là, combien on gagne de temps? Eh ben, en fait, si tu pars d'un contenu que tu as déjà écrit, comme ça, là, la production de ton carrousel, c'est quasiment plus que du clic et du technique. Il y a un peu de relecture et peut-être des fois des reformulations. Mais donc, du coup, j'ai testé avec un chrono, enfin pas vraiment qu'un chrono, mais je me suis enregistrée en live pour voir combien de temps j'ai mis. La première fois que j'ai utilisé ma technique, c'est-à-dire que je l'avais jamais fait, hein. J'ai utilisé la technique, j'ai mis 14 minutes pour faire 2 carousels, LinkedIn et Instagram. Wow. J'ai capoté, j'étais choquée moi-même, je te jure. Donc je l'ai fait sur un ordinateur dont je te parlais tout à l'heure et qui est tombé en panne. Donc du coup, cette vidéo, elle est encore dans l'ordinateur, il faut que j'aille la rechercher. Et donc la semaine d'après, j'ai recommencé sur mon ordinateur. Et là, j'ai mis 49 minutes. Mais parce que du coup, il y avait des contenus que j'avais besoin de réécrire parce que j'ai ajouté des idées en plus et que j'ai ajouté de l'intro et bref. Mais il y avait un peu plus de construction sur celui-ci. Mais j'ai mis 49 minutes à faire 2 carousels pareils, LinkedIn et Instagram. Et concrètement, enfin, moi, je trouve ça déjà, même moi, tu vois, ça me choque le temps que je gagne à utiliser ces techniques-là. Parce que du coup, ChatGPT est vraiment mon assistant. Moi, j'ai plus qu'à aller réécrire des choses parce que des fois, je trouve qu'il a un peu trop, il met un peu trop d'emphase, quoi. Il est un peu trop énervé. C'est ça. Je crois que mon ton de voix dit un peu trop que je mets des majuscules et des mots percutants partout. C'est l'univers, je pense. Ouais, c'est ça. Et il y va un peu trop fort pour moi. Donc, mais ouais, globalement, tu vois, tu peux au moins diviser par 4, par 3 ou par 4 ton temps de prod dès lors que t'es pas perfectionniste. Tu vois, si j'ai mis 49 minutes, c'est aussi parce que j'ai réécrit une page entièrement à la main, parce que j'ai réécrit une introduction, parce que je voulais amorcer avec autre chose. Tu vois, c'est ce temps-là de manuel, en fait, qui m'a fait perdre du temps. Bah après, si on est perfectionniste, on fait appel à toi directement. C'est ça. Tu vois, j'ai envie de dire. Mais oui, en plus, tu vois, là, j'ai dans mes offres. Donc là, je fais peut-être une petite digression, mais parce que ça concerne aussi les gens. Comment construire des offres. J'ai beaucoup d'offres qui sont pas récurrentes, qui sont des offres de designer graphique. Donc, t'as besoin d'identité, je te fais une identité, tu travailles après derrière avec. T'as besoin d'un template, je te fais ton template et puis tu travailles derrière avec. Et en fait, en tant que designer, c'est assez dur de faire des offres récurrentes, si ce n'est de faire des offres type je fais ton contenu pour toi, genre je fais tes posts LinkedIn ou je fais tes visuels. J'avais déjà fait ça quand j'étais plus jeune, mais je trouvais que c'était vraiment très peu valorisant et surtout ça demande pas mal de temps parce que c'est plein de petites choses, mais tu peux pas les faire payer très cher parce que ça a pas beaucoup de valeur ajoutée pour les personnes. C'est de la prestation un peu récurrente où toi tu vas passer beaucoup de temps, beaucoup de cerveau et où en plus tu as besoin d'avoir de l'espace libre de créativité pour cette personne-là. À force de tourner en rond, d'avoir toujours c'est le même client, son même univers, en fait, on finit par s'épuiser. Mais tu peux pas vendre ça comme une prestation one-shot classique parce que personne paierait pour ce genre de choses. La valeur ajoutée est pas j'ai le même problème avec les automatisations où il y a quelques mois encore, je proposais du long terme. Et en fait, je suis coincée dans le long terme parce que je peux pas prendre plusieurs personnes en même temps, parce que je peux pas leur faire payer autant qu'une prestation one shot, et parce que le temps il est pas extensible, tu vois. Donc oui, je comprends. Et du coup là, sur les carousels, j'ai trouvé un espace où ça fonctionne parce que j'ai une expertise du carrousel. J'écris des carousels depuis très longtemps maintenant, et cette compétence aussi de créateur de contenu ajoutée à ma compétence de designer fait que je suis capable de leur dire donne-moi ton contenu long, newsletter, podcast, blog, je te fais des carousels. Et c'est-à-dire que moi, je vais lire leur contenu.
je vais le structurer. Je vais regarder ce qui est pertinent. Je vais écrire des introductions. Éventuellement, des fois, je vais m'aider de ChatGPT pour aller chercher des points. Mais ma compétence de vulgarisatrice vient s'ajouter. Et donc là-dessus, j'arrive à avoir une prestation mensuelle, du coup, je te génère 2 carousels, 3 carousels par mois en fonction des contenus que tu me donnes. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est franchement cool. À tester, hein. Franchement, je la démarre en septembre. J'ai ouvert 2 places par mois parce qu'en fait, du coup, j'ai mis 3 carousels. Donc, ça fait 6 carousels à faire. Donc, ça fait déjà pas mal. Mais ça a l'air de prendre. Donc, du coup, je dirais, pour les indés qui, des fois, questionnent un peu leurs offres mensuelles, ça serait peut-être d'aller chercher, au-delà de ton métier phare, quelle est la compétence à valeur ajoutée que tu peux te proposer aux autres. Tu vois, et là, moi, pour ici, c'est mon expertise sur l'écriture des carousels, finalement, tu vois. Donc, je sais comment faire... Il y a mon premier client qui a appelé ça des carousels à haute conversion. C'est-à-dire que je sais comment faire en sorte qu'un carrousel génère des clients, tu vois. Un peu comme j'ai oublié son petit nom, la femme qui t'aide à vendre en story, Larissa. Oui, je crois que c'est ça. Elle a fait un épisode avec Geneviève Gauvin il y a pas tellement longtemps en plus. Oui, je crois que c'est ça. Exactement, c'est tout à fait elle. Allez voir sur le podcast de Geneviève Gauvin après. Mais pareil, son expertise, c'est il y a du visuel, il y a de la vente et il y a du Instagram. Elle met les 3 ensemble et donc elle t'apprend à vendre avec les stories Instagram. En fait, je fais un peu pareil avec les carousels pour débloquer les ventes. Voilà. Ok. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un du coup qui débute soit dans Canva, soit avec ton process? 3 conseils. Et est-ce qu'il y a des pièges à éviter, hormis le fait d'être perfectionniste, du coup? Je dirais de pas réinventer la roue, comme tu disais tout à l'heure. Si tu démarres dans Canva, que t'as pas de template, d'aller chercher un template qui existe. Tu peux aller chercher un template sur mon site, il y en a des gratuits que tu peux modifier à ta sauce, et donc d'utiliser des templates qui existent pour mettre tes couleurs, tes typos, et de pas multiplier les pages. Donc d'avoir une page couverture. En gros, tu dois avoir 4 pages quand tu démarres, et c'est suffisant. Une page couverture, une page intérieure qui va faire titre, sous-titre, éventuellement visuel si tu en as besoin, et une page juste texte pour toutes les pages un peu de narration entre 2 éléments constitutifs de ton carrousel, et une page de conclusion où il y a ta tête ou un appel à l'action, quelque chose qui va venir rappeler à l'utilisateur ce qu'il est en train de faire et ce que tu attends de lui. Est-ce que tu attends qu'il commente? Est-ce que tu attends qu'il like, qu'il télécharge quelque chose? Donc 4 pages, tu vois. Et je pense que le plus dur, c'est de réussir à rester dans ces 4 pages au maximum pour éviter de te disperser parce que t'as pas le temps d'aller recréer plein de subtilités. L'objectif, c'est de convertir. T'es pas là pour enfiler des perles. On est là sur Instagram et LinkedIn, disons-le clairement, pour trouver des clients. L'idée, c'est pas de passer 5 heures à faire une flèche. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc ça, ce serait mon conseil numéro 1, tu vois. C'est un peu à cheval entre pas être perfectionniste et pas réinventer la roue. Et si t'es technophobe, oublie tout ce que j'ai dit avec ChatGPT, on s'en fout, hein. Franchement, tu prends ta news, tu la connais, c'est toi qui l'as écrite, tu la transformes. L'idée, c'est juste de se dire, je la transforme dans un tableau Excel, par exemple. Je m'extrais de la nécessité de mettre en page en même temps que je crée mon texte. Parce que ce sont 2 choses différentes pour ton cerveau. Le moment où t'écris et le moment où tu mets en page sont 2 trucs différents. À moins que tu aies un cerveau comme Camille et comme le mien, où tu as besoin de la mise en page pour pouvoir être emporté, aspiré. Moi, je suis d'accord, pareil, j'écris directement dans ConvertKit parce qu'en fait, et la première chose que je fais, c'est de faire des images. C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais en fait, ça me donne le cadre dans lequel je suis en capacité d'écrire. Si tu as besoin de ça, tu fais ça, tu vois. Mais si t'as pas besoin de ça et que tu as plutôt un cerveau qui va se disperser, tu prends ton Google Sheet et t'écris dedans. Et ce Google Sheet, tu le donnes à manger ensuite derrière à Canva. Ouais, on enlève le superflu, en fait. Genre, c'est un peu comme quand t'es, tu sais, enfant et que t'as les cahiers de vacances. Moi, j'ai été traumatisée avec les cahiers de vacances, mais où tout ce qui est autour de toi peut devenir une distraction. L'horloge peut devenir une distraction pour ne pas faire ton cahier de vacances. C'est vrai. Moi, tu sais, mais j'adorais tellement les cahiers de vacances. Moi, c'est ma vie, hein. Moi, je veux des cahiers de vacances pour adultes, hein. Moi, j'avais pas le droit de quitter la table ou de manger tant que j'avais pas terminé les pages français et maths que ma mère me demandait. Et donc, je regardais les corrections pour aller plus vite. Je me suis fait choper.
Et donc ma mère, elle a arraché les corrections, elle les a cachées. Et quand elle partait, le seul truc, c'est qu'il fallait trouver les corrections qu'elle avait cachées. Ah bah ouais, forcément, les enfants. Mais tout peut devenir une illustration. Le pain, la fourchette, la cuillère, tout peut devenir une illustration. Donc éliminer le superflu, rester focus. Finalement, un peu comme tout quand on lance ses offres, quand on fait sa page de vente, enfin voilà quoi. Rester focus et passer, peut-être mettre en avant, comme je le disais dans l'intro, peut-être le fond et peut-être moins la forme. Ouais. Sur les carousels, il y a un truc un peu tricky, c'est que la forme, si elle est vraiment dégoûtante, elle va venir te décrédibiliser. Donc en fait, il faut que tu aies une forme qui soit suffisante. Pour moi, c'est ça, tu vois. Il faut que tu aies un minimum qui disent je suis pas designer graphique, mais ma forme est suffisante, c'est-à-dire c'est propre. D'où prenez un template qui existe et modifiez-le à votre sauce. Parce que si tu as vraiment un truc avec des grosses erreurs, par exemple du texte qui va venir toucher les bords, des interlignages qui sont trop grands ou trop petits, vraiment des erreurs basiques de mise en page, tu vas venir nuire à ta crédibilité quand bien même tu serais le meilleur des experts. Et donc ça, c'est vraiment dommage. Il faut pas faire ça. Il faut être hyper vigilant à ça. Est-ce que tu as un 3e conseil? Non, j'ai pas de 3e conseil là. Ok. C'est grave? Non. Est-ce que je peux sortir? Non. Ah là là. Les pièges à éviter, du coup, c'est un peu le perfectionnisme, du coup. Ouais, le perfectionnisme. Le superflu, enfin, pas trop de superflu. Ouais, c'est toujours ça, hein, tu vois, créer du contenu, ça prend du temps, vraiment. Ça, on peut pas dire que ça en prend pas. Donc, ce temps, il faut que tu le gères bien. Et donc, avoir des techniques de recyclage, parce que c'est ça, en fait, hein, on l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais transformer ta newsletter ou ton contenu long en autre chose, en carrousel ou en visuel, finalement, c'est une technique de recyclage. C'est optimiser du temps de création que tu as déjà passé sur un outil, sur un espace, un média, pour aller le redisposer après ailleurs sur d'autres endroits. Et donc, je pense une erreur à éviter, ce serait de passer du temps à créer un contenu nouveau, tu vois, alors que tu as des contenus dormants qui sont super et que tu as déjà écrit. C'est ça. Surtout qu'on peut recapitaliser ta newsletter. Tu fais ton post, tu fais un recyclage en mode carrousel. À la fin du carrousel, tu peux dire, extrait de la newsletter, si ça t'a plu, viens t'inscrire, si t'es pas inscrit, quoi. Carrément, tu peux faire un peu un teaser et mettre qu'une partie, du coup, pour venir inciter les gens à revenir sur ta newsletter. Du coup, dernière question pour clôturer un petit peu cet épisode de podcast, c'était super intéressant. Est-ce que tu as une ressource à nous partager pour aller plus loin, ou carrément, est-ce qu'on peut avoir ton process, s'il te plaît, pour faire tout ça? Ouais, j'ai créé une extension de ma formation. J'ai une formation pour apprendre à faire des carousels. Où je t'explique c'est quoi un carrousel, comment tu le fais, comment tu l'exportes, hein, voilà, que tu te poses pas la question de tout ça. Donc j'ai cette formation-là et je suis allée créer une extension de cette formation qui s'appelle Carrousel en 2.2 où je t'apprends mes meilleures astuces pour venir accélérer ta production de carrousel. Donc c'est un peu la V2 de ma formation, le niveau 2, qui du coup est disponible dans le gros bundle parmi les 116 autres du coup formations. Elle est express, c'est-à-dire que tu peux la consommer rapidement. Il y a 3 courtes vidéos et 10 templates à l'intérieur. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode qui aura été déjà pas mal important. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup pour ces conseils. Tous les liens, de toute façon, seront dans la description. Le lien vers, du coup, ta petite formation, enfin petite, on s'entend quand je dis petite, oui, parce que oui. Sera dans la description. Donc, ça sera le lien du gros bundle. Si vous avez apprécié cet épisode, vous qui nous écoutez, si vous avez des questions, si vous voulez faire des retours, n'hésitez pas à envoyer un message à Manon ou à moi sur les réseaux. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode dans la pause café. Salut! Merci Camille, salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a apporté de nouvelles idées et de nouvelles réflexions pour faire évoluer ton business. Si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur camille-davidp15.fr pour découvrir des ressources supplémentaires pratiques et utiles. Je te dis à très vite pour une nouvelle pause café ensemble. Salut!